Bonjour, ici la deuxième vidéo qui fait suite à la vidéo zone de confort, zone d'inconfort. J'avais mentionné dans la première vidéo que j'allais faire celle-ci en utilisant les concepts apportés dans la première pour l'analyse de l'entrevue de Patrick Lagacé qui avait reçu Guillaume Lemaitre-Vierge, la fameuse entrevue où Guillaume Lemaitre-Vierge a accordé son pardon à Patrick Lagacé qui l'a refusé. La L'entrevue a été largement diffusée et discutée dans les médias et donc j'ai décidé de prendre la situation et la communication relationnelle en exemple pour illustrer la zone d'inconfort que je parle dans la première vidéo et aussi pour apporter une analyse en lien avec des traits de personnalité euh, tirés hypothétiquement du Big Five, parce qu'évidemment, je connais pas les clés du Big Five de ces deux personnages. Par contre, on peut, en observant les individus, la situation et la communication, reconnaître certains traits de personnalité. D'abord, les traits de personnalité du Big Five, c'est des traits que tous les individus possèdent d'emblée. Il ne s'agit pas ici de faire un diagnostic, mais de reconnaître des traits de personnalité. Et comme mentionné, tout le monde possède les 5 traits de personnalité du Big Five. Donc, il est impossible ici que parmi mes hypothèses, euh, une qualité ne soit pas en possession des individus concernés par mon hypothèse et cet outil d'analyse. Par contre, le niveau de traits possédés par les individus, je le connais pas. Je connais pas leurs clés, je connais pas leurs résultats. Par contre, je pense que en observant les gens, on peut reconnaître des traits de personnalité et on peut reconnaître des différences et la dynamique des interactions entre les individus, reconnaître la différence des traits et ce qui peut avoir joué dans la relation et dans la communication. Je trouvais ça intéressant d'en parler et de faire l'analyse sous cet angle et aussi d'apporter l'image, on va dire, métaphorique des zones de confort et d'inconfort positif et négatif et euh, la zone relationnelle dans lesquelles les individus vont se retrouver en zone d'inconfort, toutes les deux, étant donné que personne, ni l'un ni l'autre, ne se retrouve dans la zone de confort de l'autre. Tous les deux se retrouvent en zone d'inconfort. Et physiquement, on peut dire que Patrick Lagacé était à ce moment-là dans une zone de confort par rapport à son poste, par rapport au fait que c'est lui qui devait l'idée l'entrevue au départ, que c'est un homme d'expérience et un homme qui connaissait déjà de son invité, qui était déjà préparé et consciencieux. Donc, il s'était préparé. C'est quelqu'un qui voulait se baser sur la stabilité, savoir à quoi s'attendre, suivre une cohérence, la prévisibilité de, de ce qu'elle avait organisé pour l'entreprise. Donc, on peut imaginer facilement, en observant Patrick Lagacé, que son trait de conscienciosité est élevé, versus le trait de conscienciosité de Guillaume Lemaitre-Vierge, lequel on peut suspecter une plus grande ouverture. On sait que dans les traits de personnalité du Big Five, souvent, et pas tout le temps, je le mentionne, mais souvent, les gens qui ont un haut taux de conscienciosité ont un plus faible taux d'ouverture et les gens qui ont plus haut taux d'ouverture ont généralement un plus faible taux de conscienciosité. C'est quelque chose qui va apparaître dans la dynamique relationnelle parce que c'est une différence marquée entre les individus. Quelqu'un qui, comme Patrick Lagacé, est organisé, aime les choses prévisibles, rationnelles,
cohérente, stable, ça va le déstabiliser le changement. Il va être plus rigide, plus dans une routine établie et plus pointilleux par le trait de conscienciosité plus élevé. Là, ici, j'ai mis une hypothèse. C'est pas, comme je vous dis, je ne connais pas la clé officielle de Patrick Lagacé. Mais on peut imaginer que son trait de conscienciosité est plus élevé que celui de Guillaume le Métis-Vierge. Guillaume le Métis-Vierge, c'est quelqu'un qu'on connaît déjà pour sa polyvalence, pour son, son ouverture, son, sa curiosité, son aventure, son esprit d'aventure, euh, ses initiatives, son impulsivité. Euh, on le connaît déjà pour justement cette grande ouverture et cette spontanéité qui fait qu'il peut survirer rapidement sur un dissous, disons, pour, euh, pour réagir. Et euh, c'est plus à démontrer. Là. C'est une personnalité qui est connue depuis très jeune, donc on a plusieurs exemples de ça. Mais comme on sait, les personnalités qui ont des grandes ouvertures ont généralement une plus faible conscienciosité. C'est ce qui leur permet d'être moins rigides et de pouvoir changer rapidement et s'adapter plus rapidement. Donc, il y a des qualités dans le trait de conscienciosité et dans le trait d'ouverture qui, selon le niveau, va nuire à l'autre trait, dans le sens que c'est sûr que plus une personne elle est consciencieuse, moins elle va être flexible, plus ça va être difficile de la faire déroger de sa routine et de ses exigences. Par exemple, de sa rationalité. Tandis que quelqu'un qui est plus ouvert va avoir plus d'imagination, plus de créativité, va être beaucoup plus flexible, va pouvoir plus rapidement changer son horaire, les sujets de discussion et peut paraître surprenant justement dans une discussion parce qu'il peut sauter d'un sujet à l'autre plus facilement sans jamais perdre le fil de son idée. Mais ça peut être déstabilisant pour quelqu'un qui est consciencieux et qui veut aller plus, euh, plus rapidement à l'objectif qui s'était fixé. Tandis que pour une personne ouverte, l'objectif, c'est la créativité. Donc, on se retrouve dans un autre univers complètement. On peut voir dans l'entrevue que Patrick Lagacé, donc, son trait de conscienciosité a été mis beaucoup d'avant par la façon qu'il a répondu aux questions de Guillaume. On peut aussi constater que c'était déstabilisant pour lui de ne pas pouvoir répondre immédiatement aux questions. On sent que sa conscienciosité aurait préféré répondre du tac au tac aux questions que Guillaume lui avait posées concernant, par exemple, d'autres entrevues. Quand Guillaume lui a demandé de nommer des gens euh, qui avaient, euh, qui avaient, je crois, d'autres visions des choses à ce moment-là pour pouvoir ouvrir réellement un débat à l'époque. On voit quand même une sincérité de la part de Patrick Lagacé par rapport au fait qu'il cherchait, dans sa façon de chercher réellement une réponse. Il l'a pas trouvé. Ici, l'idée n'est pas de juger la situation elle-même et les conséquences ou pas de la situation, mais plutôt d'analyser les personnalités. Parce qu'on voit une sincérité dans la réflexion de Patrick Lagacé quand il cherche une réponse et qu'on le voit concentré à... Il aurait vraiment aimé pouvoir sortir des noms et que la conversation avec Guillaume soit plus positive à ce moment-là, s'il avait pu répondre. Bon,
c'est sûr qu'il a été déstabilisé par, par les sujets, par Guillaume. Donc, on peut penser aussi, sans prendre parti, justement, on peut penser que la déstabilisation a fait en sorte aussi de, d'augmenter la difficulté au niveau de la mémoire. Mais on voit que l'effort était vraiment là pour essayer de trouver une réponse. Et ça fait partie aussi du trait de conscienciosité, de vouloir bien répondre et de vouloir être rationnel et précis dans ses réponses et dans l'échange. Donc, on voit que c'était moins émotif, mais c'était plus consciencieux par rapport à la méthode et par rapport à, à la volonté de répondre précisément et non émotionnellement aux questions de Guillaume. On voit dans la personnalité de Guillaume ses qualités de flexibilité. Il était capable, dans l'entrevue qui était prévue pour la promotion, pour sa promotion de toute façon, de réorganiser l'entrevue pour répondre à ses objectifs qu'on peut dire personnels. J'avoue très déstabilisant pour l'animateur qui, lui, s'était préparé autrement, qui n'était pas au courant des changements. Par contre, si on analyse au niveau des personnalités, on voit que Guillaume a pu faire un choix avec sa grande ouverture. Là, je parle d'ouverture, le trait de personnalité de l'ouverture. Euh, avec sa grande ouverture, ça lui permettait de changer l'orientation de l'objectif de l'entrevue, qui allait quand même répondre à son besoin, qui était beaucoup plus au niveau de la reconnaissance. Et on peut dire que Guillaume a priorisé en fonction de ses traits de personnalité euh, d'être reconnu, de retrouver sa place, son image, de retrouver une reconnaissance du public par rapport à son vécu. Euh, il a voulu apporter son récit, se positionner face à son récit et aussi euh, utiliser le pardon comme un objectif en zone d'inconfort positif. Là, je vais introduire ici les zones de confort et d'inconfort pour pouvoir faire le lien avec la première vidéo que j'ai faite, euh, laquelle mentionnait celle-ci. Parce que dans la première vidéo, je vous parlais de 4 zones. La zone de confort positive, la zone de confort négative, la zone d'inconfort positive et la zone d'inconfort négative. Ici, je vais situer Guillaume le Métis-Vierge avec son plan, le plan que fait de restructurer l'entrevue dans une zone d'inconfort positive. Pour lui, pas pour Patrick Lagacé, mais pour Guillaume le Métis-Vierge, c'était une zone d'inconfort positive dans le sens où il s'est positionné dans une zone d'inconfort, il a changé un plan qu'il savait qui était prévu autrement. Il savait que c'était pas lui qui était censé leader l'entrevue. Il savait qu'il était pas sur son territoire physique. Euh, il savait que c'était pas lui qui avait le contrôle de la diffusion. Mais il a apporté des changements. Donc, il était dans une zone d'inconfort par le fait qu'il apportait un changement. Et comme je disais dans la première vidéo, comme je l'expliquais, une zone d'inconfort positif, c'est quand on voit un trésor au bout du changement qu'on apporte. Donc, c'était pas une zone d'inconfort négative parce que sinon, il n'y avait aucun objectif, aucun trésor au bout de son cheminement. Donc, il était dans une zone d'inconfort positif parce qu'il voyait un trésor au bout. Il n'était pas dans une zone de confort parce qu'il n'était pas dans son univers. C'est Patrick Lagacé qui était dans sa zone de confort, derrière le micro, à l'idée au départ, l'entrevue. C'était l'objectif. Donc, Patrick Lagacé devait se trouver dans la zone de confort
comme étant celui qui accueille de façon professionnelle avec son trait de conscienciosité, son neuroticisme plus bas, je crois. Et là, je vais y mettre cette hypothèse-là, mais je crois que Patrick Lagacé a un niveau de neuroticisme plus faible, d'après moi, que Guillaume Lemaitre-Vierge. Et je crois que son agréabilité aussi est plus faible que Guillaume Lemaitre-Vierge. Pour comparer les traits dans mon hypothèse, parce que Guillaume Lemaitre-Vierge a fait, par sa démonstration, a rapporté une situation qu'il a trouvée difficile, dont le neuroticisme, c'est la stabilité émotionnelle, les émotions négatives, et c'était le sujet de son changement, dans le fond, et de l'orientation de l'entrevue. Il nous a parlé de son neuroticisme. Il nous a parlé d'ailleurs de celui de son entourage. Et le neuroticisme, c'est les émotions négatives. Dans le neuroticisme, on peut, entre autres, c'est les alarmes de, de l'anxiété. L'anxiété se retrouve dans le neuroticisme. Donc, c'est ce qu'il a vécu au courant des années qu'il a mentionné. C'était le sujet qu'il a voulu rapporter. Pourquoi? Parce que justement, l'anxiété, c'est quelque chose qui, qui, qui revient en boucle et qui est difficile à vivre. Et c'était le sujet qu'il a voulu apporter à Patrick Lagacé. Patrick Lagacé, on a très bien compris qu'au niveau de l'empathie par rapport à cette situation-là, il était plus détaché, disons. Donc, on voit nettement une différence au niveau des émotions négatives. On voit que Patrick, d'ailleurs, c'est celui qui a accueilli Guillaume Lemaitre-Vierge en entrevue. Donc, on voit qu'au niveau de la conscienciosité, c'est élevé, mais que au niveau neuroticisme, c'est plutôt faible, d'après moi, parce que il a été quand même capable d'accueillir en pensant réellement poursuivre la relation sans avoir besoin de mise au point par rapport à des choses qui pour lui sont passées. C'est plus rationnel, moins dans les émotions négatives, plus à regarder d'avant. Donc, on voit qu'il y a nettement une différence au niveau du neuroticisme de Guillaume Lemaitre-Vierge et du neuroticisme de Patrick Lagacé. Au niveau de l'agréabilité, on peut penser, encore une hypothèse, que Patrick Lagacé est moins agréable dans le trait de l'agréabilité que Guillaume Lemaitre-Vierge. Pourquoi? Ben, parce que d'abord, c'est plus rationnel. Ses réponses sont plus rationnelles, sont moins dans la compassion. Il est moins dans la compassion, il est moins touché. On voit qu'il est resté beaucoup dans la conscienciosité, mais quand même, on voit que les traits de l'agréabilité n'ont pas ressorti particulièrement par rapport à ce qui peut avoir été capté au niveau de Guillaume Lemaitre-Vierge. Parce que lui, étant, on sent qu'il y a un besoin d'approbation, il y a un besoin d'être reconnu par les gens, il y a besoin d'approbation, de compassion, d'empathie. Il est en recherche d'empathie. Et donc, on peut penser que le trait d'agréabilité de Guillaume Lemaitre-Vierge est plus élevé que le trait de Patrick Lagacé par rapport aux réponses qui ont été données d'abord face à ce qui est reproché à Patrick. Et là, c'est sans jugement que je dis ça. La question, c'est plus une question de détachement qu'une question de culpabilité. Je vise pas la culpabilité, mais plutôt le reçu de l'information. Et on voit clairement que Guillaume Lemaitre-Vierge était dans le besoin de reconnaissance de la situation et le besoin de reconnaissance publique et d'appui du public.
Mais comme il le dit, il s'en cache pas, c'est quelqu'un qui est dans le monde du divertissement. Il a besoin c'est en fait, c'est ça qui le, qui l'anime, là, la reconnaissance du public, parce que il est dans le divertissement, ça fait partie intégrante de ce qu'il offre comme prestation. Il en a besoin. Puis, c'est important pour lui. On le voit à travers ses traits aussi. Donc, on voit que Patrick Lagacé, c'est non seulement beaucoup moins important, mais en plus, même dans le récit qui lui est transmis, on voit que pour lui, le niveau n'est pas du tout à la même hauteur que, que Guillaume dans de le besoin d'approbation. Clairement, Patrick Lagacé ne cherchait pas à ce moment-là l'approbation de Guillaume Lemaitre-Vierge. Il le dit lui-même, il n'avait même pas besoin de son pardon. Donc, on voit que le niveau d'agréabilité doit être plutôt faible. Là, je dis ça sous toute réserve. C'est seulement par observation et en contexte de cette entrevue-là, particulièrement. Dans un autre contexte, peut-être que j'en reviendrai à d'autres conclusions, mais pour le moment, c'est ce que je peux observer dans cette entrevue. C'est intéressant, donc, si on regarde les traits du Big Five et qu'on essaye de s'imaginer dans cette relation-là, le neuroticisme de Guillaume Lemaitre-Vierge semble beaucoup plus élevé que celui de Patrick Lagacé. Le niveau d'agréabilité semble beaucoup plus élevé que celui de Patrick Lagacé. Au niveau de l'extraversion, je pense que Guillaume Lemaitre-Vierge est vraiment extraverti. Et d'abord, on le ressent par son besoin d'approbation et son besoin de reconnaissance, c'est-à-dire, quand je dis d'approbation, c'est plutôt reconnaissance. Il a quand même essayé de, de faire son chemin de façon autonome dans la situation qui a été discutée, mais je parle quand même au niveau de sa reconnaissance publique. Donc, au niveau de l'extraversion, je pense que le trait de l'extraversion apparaît évident pour Guillaume Lemaitre-Vierge. Et Patrick Lagacé, moi, j'aurais tendance à penser qu'il est ambiverti au niveau de l'extraversion. Parce que par rapport à sa communication, sans chercher forcément à plaire et à être aimé et reconnu. Mais aussi au niveau intellectuel et au niveau de la conversation. Je pense que, d'après moi, Patrick Lagacé doit être plutôt ambiverti, capable d'être dans l'introversion et capable d'être dans l'extraversion. Pour Guillaume Lemaitre-Vierge, d'après moi, c'est clairement quelqu'un d'extraverti. Au niveau de la conscienciosité, Patrick Lagacé m'apparaît être élevé en conscienciosité, même très élevé en conscienciosité. Et Guillaume Lemaitre-Vierge m'apparaît plutôt moyen, faible en conscienciosité versus une très grande ouverture pour le trait d'ouverture, pour l'exploration, la curiosité, l'esprit d'aventure, être willing et changeant, pas de problème. Donc, moi, c'est la différence que je vois au niveau des personnalités. Et c'est sûr que là où il y a de la friction, ça peut être dans les façons justement, on peut voir que ça déstabilise Patrick Lagacé que Guillaume
le métier vierge change de sujet et prenne le lead d'une entrevue qui n'était pas supposée de se passer comme ça. Mais on peut aussi penser que Guillaume le métier vierge, au niveau comédien, quelqu'un qui est capable d'improviser, c'est dans ce sens-là, là. Quelqu'un qui est flexible, qui est ouvert, qui est capable de se revirer sur une scène, qui est capable d'improviser pour lui. Euh, cette contrainte-là peut apparaître beaucoup moins évidente puisque c'est foncièrement pas dans son trait de personnalité d'être élevé en conscienciosité. Par contre, si on demanderait la même chose à Patrick Lagacé, il y aurait peut-être de la difficulté à se revirer sur un dissous puis à changer à dernière minute puis là encore, c'est sous toute réserve, mais si on se fie au trait de personnalité, euh, c'est dans un contexte qu'on évalue si c'est une force ou une faiblesse. Dans ce cas-ci, c'est une entrevue qui était censée d'être guidée par Patrick Lagacé. Donc, de prime abord, c'est sûr que ce qui est entendu normalement dans le contexte, ça devait être à Patrick Lagacé de mener son entrevue et de savoir à quoi s'attendre. Et dans une entente implicite, on peut s'attendre à ce que chacun joue son rôle. Mais parce que si on change de contexte et que c'est Guillaume le Métis-Vierge qui reçoit Patrick dans, dans son environnement, dans son univers, et que à ce moment-là, Patrick décide que ça se passe à sa façon, mais ça pourrait être déstabilisant beaucoup aussi pour Guillaume le Métis-Vierge. Dans tout ça, le but, c'était pas de faire une vidéo pour prendre position pour un pour l'autre, mais d'observer la différence au niveau des traits de personnalité observables et hypothétiques, parce que je peux me tromper, parce que c'est important de mentionner que dans les traits de personnalité du Big Five, entre autres, quelqu'un pourrait se positionner, qui a fait le test ou pas, on a quand même tous une personnalité, quelqu'un peut se positionner dans un niveau d'une tendance, d'un trait de personnalité et agir autrement, parce qu'on a chacun notre libre arbitre. Donc, que ce soit Patrick Lagacé ou que ce soit Guillaume le Métis-Vierge qui décide d'utiliser leur libre arbitre pour agir avec un comportement euh, qu'on pourrait être surpris par rapport à leur trait de personnalité tendance. Ça va juste leur demander plus d'énergie pour le faire, mais ils peuvent très bien agir différemment de leur tendance. Ça demeure que, euh, par exemple, quelqu'un qui est introverti, je sais pas, je crois pas qu'il y ait de trait d'introverti dans ces deux-là, mais quelqu'un qui est introverti, qui déciderait d'agir en extroverti pourrait très bien le faire, ça va juste lui demander plus d'énergie parce que c'est pas sa tendance naturelle. Ou quelqu'un qui est très faible en conscienciosité, qui rentre dans l'armée, ben c'est sûr qu'il peut, pour le reste de sa vie, se mettre à avoir des comportements très consciencieux et d'être à cheval sur des attentes ou des horaires et de la minutie, même si à la base, c'est pas une tendance de personnalité, la personne, par le contexte, peut agir autrement et agir très, très bien autrement que sa tendance. Et on pourrait être confondu dans la tendance réelle de l'individu parce que l'individu, elle a son libre arbitre, elle fait ses propres choix et elle est dans son contexte. Donc, il ne faut pas pénaliser une personne parce qu'elle a un trait de personnalité différent euh, parmi ses traits de l'attente dans un contexte donné parce que la personne a le droit et d'ailleurs tout le monde devrait valoriser ce droit et ce choix-là de d'utiliser son jugement et son libre arbitre
pour avoir le comportement souhaité. Donc, par exemple, si moi je suis désordonnée de tendance et que je décide que j'agis en personne ordonnée, même si c'est pas ma tendance, même si ça me demande plus d'énergie, que jour après jour, j'agis comme une personne ordonnée, ben, que ce soit ma tendance ou pas ma tendance, je vais agir comme j'ai décidé d'agir. Ça va juste me demander plus d'énergie. Donc, je trouvais ça intéressant d'amener une observation sur les différents traits de personnalité qu'on peut imaginer euh, dans un contexte, une situation donnée où justement il y a quand même un certain affrontement entre les personnes parce que un déstabilise l'autre, mais l'autre a déstabilisé l'autre à un autre moment. Pourquoi? Mais parce que c'est le trait de conscienciosité de Patrick Lagacé qui a fait en sorte qu'il a sorti son article qui a déstabilisé Guillaume le Métis-Vierge à ce moment-là, parce que selon la raison apportée par Patrick Lagacé, ce serait parce que selon lui, c'était d'ordre public. Bon, je vais mettre le lien en vidéo pour ceux qui veulent voir l'entrevue, mais c'est la réponse qu'il a donnée, ce serait que à ce moment-là, il avait jugé que c'était une information qui relevait de l'ordre public. Donc, ça, c'est aussi en lien avec si c'était sa profonde croyance. Peu importe ce qu'on en pense, c'est son trait de conscienciosité qui lui a fait prendre sa décision. Tandis que le, ce que Guillaume le Métis-Vierge apporte comme argument, c'est que oui, mais selon les retombées que ça pouvait faire, as-tu pensé à ça, à ça, à ça? Moi, dans quelle situation ça m'a mis? Là, on voit qu'il parle aussi de traits de personnalité, c'est-à-dire l'agréabilité et le neuroticisme, lesquels tantôt j'ai dit que j'avais un doute que les traits de neuroticisme et d'agréabilité de Guillaume le Métis-Vierge étaient plus élevés que ceux de Patrick Lagacé. D'après moi, c'est le cas et dans leur argument et dans leur communication, on peut l'observer puis on peut voir du sens là-dedans par rapport même à leurs arguments. Parce que l'argument apporté par Patrick Lagacé disant que c'était d'intérêt public, c'est une réponse consciencieuse, du trait de conscienciosité. On pourrait dire de l'extraversion et de conscienciosité mis ensemble, c'est ce que ça donne. Et ce que je disais d'ailleurs tout à l'heure, c'est que dans l'agréabilité, je croyais qu'il était plutôt faible ou pas très haut en agréabilité et ni en neuroticisme. L'ensemble de ces traits-là, hypothétiquement, fait en sorte que c'est quand même logique de penser qu'une personne qui est peu anxieuse, qui a peu d'émotions négatives à la base, qui est peu agréable, qui est plutôt extraverti, euh, ou introverti, extraverti, ambiverti, et qui est très consciencieux, tout en n'étant pas très ouvert, va prendre une décision comme ça. Pour moi, ça a déjà, même en y repensant, là, je viens d'y penser, mais en revisionnant mon hypothèse de tout à l'heure, ça se tient encore. Pour ce qui est de Guillaume le Métis-Vierge, les arguments qu'il a apportés par rapport à oui, mais comment ma famille, mon entourage as-tu pensé à comment il allait se sentir, ce qu'on allait traverser. Là, on parle des émotions négatives dans le neuroticisme et on parle du taux d'agréabilité. Parce que dans le taux d'agréabilité, quelqu'un qui a un haut taux d'agréabilité va se soucier des autres au niveau de l'empathie, la compassion. Guillaume n'a pas parlé seulement pour lui, mais pour tous les gens qui l'entourent, comment c'était difficile pour tout le monde. Donc,
il y a des gens qui auraient pu apporter le sujet en parlant uniquement de leur ressenti, mais on voit que le trait d'agréabilité est très présent chez Guillaume et que l'empathie, la compassion, la collaboration, le soutien, c'était important pour lui, autant pour lui-même que pour ses proches. Et évidemment, les émotions négatives du neuroticisme, il a été très, très touché par cette période de vie-là. Et on peut comprendre qu'il est entouré de gens probablement très aimables et, et voilà. Il a été soutenu, il est encore bien entouré. Donc, c'était mon analyse au niveau des traits de personnalité imaginés du Big Five durant cette entrevue, ce contexte est sous toute réserve parce que c'est par observation. Et donc, la zone relationnelle que je disais dans la première, pour revenir, je vais conclure comme ça, mais la zone dans laquelle les deux individus se sont retrouvés, c'est une zone qui parlait de leur histoire avec leurs traits de personnalité, leur point de vue, leur famille, leur entourage, mais leur trait de personnalité a quand même un très grand impact dans la relation, dans la façon de voir les choses, dans les façons de voir la vie, dans les façons d'interagir et de se questionner et de s'évaluer en fonction de leurs traits et du contexte, évidemment. Mais quand on prend le temps d'observer euh, les traits, d'observer le contexte, d'observer les interactions et de penser à leur unicité, on peut comprendre pourquoi un d'eux a répondu d'une façon ou a eu telle réaction et pourquoi l'autre a réagi d'une façon ou a eu telle réaction. On voit qu'il y a un fossé entre les deux et le fossé, c'est une zone de flou ou d'instabilité qui s'est établie en fonction de leurs différences. Puis ça, ben, c'est vivant comme relation et que ce soit dans nos familles, au travail, que ce soit justement avec les personnalités publiques qu'on connaît ou qu'on voit, des situations qu'on observe comme ça, on peut, en prenant le temps de bien écouter et d'observer, euh, être plus empathique de chacune des positions. Tu sais, si on prend la peine de dire, OK, je vais faire un effort, je ne prends pas de position ni pour un ni pour l'autre, puis j'essaye d'observer et d'écouter vraiment ce qui se dit et d'observer leur trait de personnalité et de comprendre pourquoi une personne a réagi d'une façon et pourquoi l'autre personne réagit comme ça et que foncièrement, les traits de personnalité, ça nous appartient, on vit avec et c'est bon de voir les différences et de se reconnaître mutuellement. Donc, j'espère que vous avez aimé ça et que j'ai pu bien établir le lien. J'ai parlé plus des traits de personnalité que de la zone de relation, mais ce que je voulais dire en réalité, c'est que la zone relationnelle, c'est une zone d'inconfort pour les deux personnes, pour les différentes relations. Quand on se retrouve dans la zone relationnelle, c'est toujours une zone d'inconfort parce que ce soit un ou que ce soit l'autre, la zone de relation et de communication, c'est euh, c'est l'interrelation. C'est ni chez un ni chez l'autre. C'est la dynamique entre les deux qui fait que et l'historique, la compréhension, l'écoute d'un et l'autre. Euh, il y a beaucoup d'éléments qu'on pourrait rajouter, mais euh, on peut comprendre que dans cette zone-là, ni un ni l'autre est dans une zone de confort. C'est demandant pour les deux. Alors, à la prochaine. Au revoir.